Chères auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bonjour ou bonsoir, bienvenue pour ce podcast de rentrée. C'est le premier podcast qu'on fait depuis le retour des vacances de toute l'équipe. Donc on est très heureux d'être avec vous ce soir et on vous apporte un sujet brûlant, hein, puisque cet été nous a loin, enfin, ouais, loin été épargné de cet été entre pas mal de clubs, entre de belles choses avec le Sporting, entre de moins belles choses entre Benfica, Braga notamment, ça a été un peu plus nuancé. Et en effet, on arrive avec un sujet brûlant, le sujet de l'entraîneur de Benfica. Roger Schmidt est parti, Bruno Lage est arrivé, et qui dit changement d'entraîneur dit un podcast pour réfléchir sur cette situation du côté du club de Lisbonne, du club de la capitale. Et pour m'accompagner ce soir, j'appelle tout d'abord Philippe, celui qui n'est pas arrivé avec 24 minutes de retard pour enregistrer ce podcast. Philippe, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Content d'être là de retour pour pouvoir parler de mon club qui, je l'espère, va se porter un peu mieux avec ce changement de coach parce que ça devenait un petit peu compliqué à suivre les matchs. Donc, on va voir si on va pouvoir se remettre un peu dans le droit chemin. Et vous l'aurez compris, celui qui est arrivé en retard, c'est Dany. Dany, comment vas-tu? Très bien. J'ai voulu C'est effectuer l'intro, hein. envers Bruno Lage, qui a commencé sa conférence de presse avec quasiment 30 minutes de retard. Donc j'ai failli atteindre les Ah, 30. c'est dommage. Tu Et veux nous c'est serrer la main? Tu l'aimes vraiment, c'est fou. ouais, j'ai fait tout comme lui. J'ai fait tout comme lui. Messieurs, alors on va commencer. Pour faire un peu la chronologie des événements, Benfica a donc commencé la saison avec Roger Schmidt. Il a été reconduit après une saison dernière qu'on a beaucoup débriefé ensemble tout au long de la saison. On n'était pas satisfait. Enfin, on n'était pas, même en tant que suiveur externe, c'était dur d'être satisfait de ce qu'on voyait sur le terrain, même avec un œil extérieur. Reconduit, un mercato mouvementé, un mercato qui a été fait tout de même en fonction de certaines de ses idées, de certains de ses principes. Puis des matchs amicaux, on va y revenir un petit peu, les garçons qui ont été plus ou moins convenables. De ce que j'ai pu discuter avec vous, c'est vrai qu'il y a peut-être le match face à Fulham, l'un des derniers matchs qui a été un peu plus compliqué, mais qu'on revoyait certains principes, certaines choses de la première année Schmidt. Puis un début de saison plus que compliqué, avec des matchs, en effet, une défaite en ouverture face à Famalicão, certes, stade qui peut s'avérer difficile, mais tout de même une défaite logique, puis 2 victoires face à Estrela et face au Casa Pia de mémoire, à domicile, poussive aussi, et un match nul qui a été considéré pour beaucoup comme une défaite, qui aurait peut-être dû être une défaite aussi, au vu du scénario du match face à Moreirense, de nouveau dans un stade difficile certes, mais là de nouveau aussi, à travers une performance très 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 compliquée. Alors les garçons, Schmitt a été viré, Bruno Lage est arrivé, on va venir sur le cas Bruno Lage, hein, on en a beaucoup parlé, il faut revenir aussi au premier podcast, hein, parce que c'était peut-être la toute première émission, bon là j'avais fait naturellement beaucoup parlé. Donc le retour de l'âge, mais tout d'abord j'ai envie de lancer Philippe sur le départ de Schmitt et plus globalement aussi, hein, peut-être pas forcément faire un bilan, mais voilà, qu'est-ce que tu retiens rapidement de l'arrivée et finalement désormais du départ de l'entraîneur allemand de ton club? Tu me lances moi parce que tu sais que je suis un peu plus mesuré et qu'il va pas falloir biper tout Non, c'est parce que tous tu es les arrivé à mots. l'heure. Bah, écoute, le mine de rien quand même, le remercier pour les presque 6 mois, du football qu'on a pratiqué. Parce que, c'est un des rares enfin, un des footballs qu'on a rarement vu. Enfin, c'est un des plus beaux footballs avec, la saison 9-10, de Jesus, heu et les quelques épopées, européennes, où on finit en Europa League à partir de janvier, où l'équipe commençait à jouer à partir de janvier. Et puis, les 6 mois de Bruno Lage, la première fois où vraiment, voilà, tu avais du football offensif. Moi, c'est ce qu'on m'a vendu quand je suis né, hein. C'est, toujours attaquer, toujours, tu mets 1, 2, 3, 4, tu veux en mettre plus. C'est les valeurs qu'on m'a inculquées quand j'étais petit. Bon après j'ai eu, Kick Flow, et des entraîneurs comme ça, donc ça atténue un petit peu. Mais, C'est un Excuse-moi de te couper, mais c'est peut-être un petit hommage à la Sagresman Trend qu'on a sur Twitter.
Kike Flores, ça c'est Exactement. Ah ouais, Kike quelque Flores. chose. Bon, après, il y a eu Fernando Santos, João Ferreira, donc il y a eu du beau monde. Donc ouais, il y avait un football offensif, un pressing constant. On jouait quasiment que dans la partie adverse du terrain. Il y a ce truc aussi de presque pouvoir regarder les gros dans les yeux en Ligue des Champions. On se rappelle de ces matchs contre la Juventus, même des 2 matchs nuls face au Paris Saint-Germain. On arrive à finir quand même premier d'un groupe. Bruges aussi. De quoi? Le monstre Bruges aussi. Oui, le Bayern de Belgique. Donc, hem, il y a quand même, quelque chose à mettre à son crédit. Bizarrement, à partir du moment où il perd son meilleur joueur, il perd tout son football avec lui, hein. Comme un peu, dans Space Jam quand il y a plus de pouvoir, les joueurs sont mauvais. Là, c'est ce qui s'est passé un petit peu. Alors, c'est un peu incompréhensible. Mais au final, ça se finit un peu en eau de boudin comme, ça a été le cas avec, à Leverkusen et à PSV, où, ce qui lui était reproché, c'était qu'il était têtu, qu'il y avait un manque de rotation des joueurs, et qu'il y avait pas de remise en question. Donc là, tous, les red flags ont été cochés, parce qu'au final, c'est exactement ce qu'on a vu chez nous aussi. Et pour la petite anecdote, j'avais parlé avec un Hollandais, qui était venu, à ma boutique et qui était, supporter du, Fortuna Sittard, donc club détenu par, Burak Yılmaz. Et c'était la première année de Schmidt et je lui dis: «Ah, maintenant on a un bête de coach machin». Il me dit: «Ah ouais? Moi je veux pas du tout», et il me dresse un portrait et tout. Je dis: «Mais c'est pas du tout le monsieur que j'ai, dans mon club». Visiblement le monsieur connaît bien le connaît bien parce que, bon, de ce qu'il a vu en Eredivisie, ça coïncide. À partir de la première année, je me dis: «En fait, le gars avait raison». Donc en plus de ça, tu as cette cassure complète entre les supporters parce que le gars ne supporte pas la critique et même quand, son équipe ne joue pas du tout au football et exécrable, c'est une top performance, top match, beaucoup d'occasions. Je comprends pas pourquoi le ballon il rentre pas, donc dans sa com, il nous a perdus aussi, par son football, il nous a perdus depuis bien longtemps. Donc, un changement était inévitable, était nécessaire. Le problème, c'est le timing. Ça aurait dû être fait déjà dès cet été. Chose qui n'a pas été faite. Encore une mauvaise manœuvre du board, qui a l'impression de naviguer un peu tout seul. Donc pas étonné tant on connaît l'incompétence de notre direction. Mais quand même soulagé parce que je pensais qu'il allait pouvoir rester jusqu'à au moins janvier et qu'on allait devoir, manger notre caca aussi longtemps. Donc pardon pour les termes employés, comme dirait Ton. Oui, s'il te plaît. Mais du coup, ouais, plutôt soulagé. Soulagé, je pense c'est le mot. Dany ne me contredira pas sur Mmh. le mot employé, je pense. Je vais le lancer, mais avant, parce que je me souviens de certaines discussions, je pense que c'était pas à l'antenne, mais de certaines discussions que j'ai eues avec Dany sur à quel point Roger Schmidt pouvait, enfin, où est-ce que Roger Schmidt pouvait aller après Benfica, on parlait. Est-ce que un Chelsea, un Bayern, on est sur un top coach? Euh, je pense qu'en fait, après la première saison, moi, je pense que je peux toujours justifier ce que j'ai vu. C'est-à-dire que je pense qu'il avait une idée du foot et il s'était très bien adapté à quelque chose qu'on ne s'attendait pas forcément, c'est cette adaptation à un football au Portugal où vous savez qu'il allait affronter des équipes qui allaient bien défendre, qui allaient défendre souvent bas, qui allaient défendre de manière très compacte, et c'était pas forcément le football qui lui, que lui a le plus vu, ou en tout cas, et ses idées se rapprochent plus à un football plus vertical, plus de pressing. Ça, on en avait beaucoup parlé à son arrivée, et il avait extrêmement bien répondu lors de la première saison. Puis, on a vu la saison dernière, on a eu beaucoup de changements aussi au niveau des certains joueurs. On a l'arrivée de Di Maria, on a des choix de mercato. On a aussi, donc, je pense, pas une responsabilité qui n'est pas à 100% la sienne, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des mois, il y a eu des choix et une communication surtout qui ont laissé à désirer. Donc, Dany, je te lance sur cette fin de parcours bon, il y a peut-être 1 an et 2 mois, on ne voyait peut-être pas forcément les choses arriver comme ça du côté de Schmidt à Benfica. Que dire sur cet entraîneur? Triste
Tristesse, mais à tous les niveaux, parce que comme l'a dit Philippe, c'est peut-être un des coachs qui m'a fait le plus vibrer au niveau du jeu pratiqué par mon équipe. Et du coup, on a tous les 4-5 premiers mois en tête. Moi, j'arrive même à aller un peu plus loin, ou même après le départ d'Enzo, je trouve que même si l'équipe est moins bonne, jusqu'à, pour moi, la trêve de mars contre le match contre Guimarães, on délivre encore une belle presta. Je suis d'accord. Même les 2 matchs face à Bruges, hein, je trouve qu'ils sont excellentissimes, hein, Celui contre Bruges, chez eux, on galère un peu plus, mais en fait, ça faisait partie des mauvais matchs où, limite, tu les mets sur la saison dernière, bah, c'est un gros match. Tellement je suis d'accord. Genre, je trouve que face à Bruges, l'aller là-bas, bah, tu es en difficulté, mais tu as tellement de richesse dans ton jeu que tu arrives à t'en sortir quand même, tellement tu es fort. Et Pour moi, ça en fait fait, partie vraiment, aujourd'hui. t'étais en maîtrise de ton sujet, t'étais pas Mm. inquiété, mais en fait, t'étais plus dans la facilité. Je dis pas que C'est ça. t'étais nonchalant, mais tu savais que t'allais gagner, juste t'allais peut-être pas le gagner, 3-4 comme tu pouvais le faire au retour avec le football qu'on a pratiqué. Et moi, C'est ça. j'ai ces images-là, j'ai ces images-là qui forcément me font dire qu'on a eu quand même des beaux moments. J'ai la seconde période contre Porto en Super Coupe sur la deuxième saison, qui pour moi aussi une belle presta. La première mi-temps moins, mais la deuxième mi-temps, je la trouve très bonne. Euh, ouais, il faut dire qu'à partir de mars, de ce retour de trêve, et généralement, après les retours de trêve, on démarrait toujours un peu mal. Mais à partir de mars de 2023, je pense que c'est là où tout a commencé un peu à partir en cacahuète. Et en fait, le sentiment que j'ai avec cet entraîneur, c'est que au-delà du fait d'être têtu, j'ai l'impression qu'il a juste jamais su adapter son jeu par la suite. Une fois qu'en fait, tout le monde était un peu rodé sur le Benfica qu'on pouvait croiser. Parce que quand il a commencé sur les premiers temps, bon, en fait, c'était du nouveau, c'était de la fraîcheur dans tous les sens, que ce soit au niveau de sa communication, que ce soit au niveau de son style de jeu, des joueurs qu'il pouvait mettre. Orsnes, on ne va pas arriver tout de suite lié gauche, hein. Je me souviens encore d'avoir vu Diogo Gonçalves dans ce poste-là, etc. Donc, quand il arrive, après, c'est pareil, c'est voilà, un ailier intérieur, mais qui de base est 6. On se demande comment il peut jouer à ce poste-là, etc. Et tu as en fait un groupe qui aime jouer ensemble, etc. Et au fur et à mesure, je pense que c'est un truc qu'il a perdu au fil de la saison. Et l'enchaînement, j'ai le match contre Villa-do-Conde où on gagne, mais après, moi, vraiment, l'enchaînement Porto, Inter, Chavez, bah, ça a détruit le truc. On gagne tant bien que mal, mais le ressenti, et c'est ce que j'ai un peu écouté aussi sur des podcasts au Portugal, hein, c'est global. Le championnat dure peut-être 3-4 journées de plus. Je ne suis pas sûr qu'on le gagne parce qu'il y avait trop d'incertitudes. J'ai ce match à l'Alvalade où ce n'est pas une équipe qui, pour moi, une équipe qui veut être championne ne peut pas délivrer ce genre de prestations. J'ai le match du Sporting l'année dernière. Quand Jenny Caetano nous met ce but à la fin, c'est une équipe qui va être championne. Là, ils ont sorti un documentaire. Je pense qu'on a tous vu l'extrait où Ruben Amorim parle après ce match dans le vestiaire après la victoire contre Benfica. C'est un discours de grandes équipes. Et je ne suis pas sûr qu'à un moment donné, ce discours soit adopté dans ce vestiaire-là. Je pense qu'à un moment donné, juste le vestiaire s'est perdu et que l'année suivante, l'année dernière, bah, ça a été un tout. Je pense que le coach encore une fois, ne s'est pas renouvelé dans ses idées. On a voulu lui donner une photocopie des joueurs qu'on avait perdus. Ça a été mal fait. Il n'a pas eu les profils qui correspondaient. Encore une fois, là, si ça se trouve, Arthur Cabral va performer avec Bruno Lage. La réalité, c'est que par rapport à ce que souhaitait Roger Schmidt, c'était absolument pas un attaquant qui collait avec les caractéristiques. Et je pense à une de ses conférences de presse où il explique qu'il doit s'adapter aux idées parce qu'il n'a pas le profil qui correspond. Je me souviens qu'il ait dit ça sur une conférence. Je me dis, mais il y a un problème. Il y a un problème, tu vas mettre 25 millions sur un mec qui n'est pas prêt, qui ne correspond pas à tes idées. Il y a un problème plus gros. Et ça s'est confirmé tout au long de la saison. Et c'est une fin triste. C'est une fin triste pour lui. C'est une fin triste pour nous. C'est une fin qui arrive même trop tard. Philippe parlait de la fin de saison. Je pense que ça, c'était vraiment le dernier des derniers moments où on devait le faire. Et je pense qu'au fond, nous, on le savait tous. À partir du moment où il n'est pas viré après Marseille, à partir du moment où il n'est pas viré après le 5-0 au Dragon, ça, comme Benfica, c'est impossible. Tu peux pas commencer à réinventer des choses, comment dire, à vouloir changer pas des traditions, mais sur l'interview de Ricosta, quand il nous dit que Benfica doit perdre cette habitude de virer des coachs après quelques matchs perdus ou tous les ans. Ah, mais ok, mais au Real Madrid, ça arrive, à Barcelone, ça arrive. Dans les grands clubs comme ça, au bout d'un moment, quand tu sais quand ça fonctionne plus, bah, quand il y a une cassure surtout avec le public, c'est fini.
tu peux pas passer quasiment 2 mois avec un coach qui passe de limite adoué quand il renouvelle à détester sur les 2-3 derniers mois où il se faisait siffler, où il s'est pris un verre sur la tête. Enfin, on a tout vu. Des comportements qui étaient anormals, mais ce que je veux dire, c'est que bah, qu'on le veuille ou non, c'est les supporters de Benfica, et que c'était au président à ce moment-là de cadrer et d'employer soit de prendre la parole, soit de cadrer la chose, parce que la communication de Roger Schmidt était mauvaise sur la fin et c'était catastrophique. Je pense que moi, j'ai cette conférence de presse après le match de Dragon 5-0. Tu peux pas venir aborder tes supporters en leur disant que on va pas s'excuser parce qu'on n'a pas fait exprès. Pour moi, là, c'est une faille, c'est que tu n'as pas compris ton environnement. Fais même de la politique, mais excuse-toi. Tu as un club, et je pense que c'est le cas dans tous les clubs au Portugal, qui sont très connectés avec son public. Quand tu as le public avec toi, tu sens que c'est une force en plus, et on l'avait vu sur sa première saison, et je pense qu'il l'a ressenti, et il le disait sur l'interview qu'il fait avec Tony en début de saison, en pré-saison. Et bah, pour moi, derrière, il a perdu le public, et quand tu perds le public comme ça, à ce point, il n'y a pas de retour possible. Et ce qui se passe après, là, sur ce début de saison, sur le match entre Famalicão et Moreirense, je pense que la claque, ils la prennent directement à Famalicão, et qu'à Famalicão, pour moi, c'est fini. C'est-à-dire qu'on perd, moi, quand on perd contre Famalicão, pour moi, on ne perd pas juste un match. Je pense qu'à ce moment-là, il perd directement son vestiaire, et il retourne dans un cycle de cassure avec le public. Et c'était obligé. C'était obligé parce que le président a juste voulu faire un non-lieu, n'a pas voulu communiquer sur le sujet, a voulu botter en touche, et n'a pas su prendre le dos de son entraîneur. Et du coup, juste pour clôturer peut-être le sujet Roger Schmidt, et du coup, vraiment expliquer ce ressenti. C'est pas normal qu'on quitte à chaque fois un club comme Benfica quand on est coach et que ça se finisse toujours aussi mal. Je pense pas que Roger Schmidt soit un mauvais coach. Je pense pas que Bruno Lage à l'époque soit un mauvais coach. Georges Jesus n'est pas un mauvais coach. Rui Vitória est un mauvais coach, mais plus sérieusement, le problème, c'est que tu ne peux pas avoir à chaque fois deux versions complètement opposées des coachs, excepté Rui Vitória. Mais tu peux pas avoir des coachs qui démarrent hyper bien et qui se fracassent totalement la gueule au bout d'un an et demi dans des clubs. C'est pas normal. Une stabilité comme ça, on n'en a pas eu depuis Georges Jesus avec Vieira. C'est dire. C'est dire. Quand tu vois que Ruben Amorim arrive à faire un cycle de plus de 4 ans, quand tu vois qu'à Porto, on fait un cycle consistant depuis peut-être 3-4 ans, et c'était peut-être trop à certains moments, mais je veux dire, on arrive à entretenir ce truc, on arrive à être compétitif. Nous, on ne pouvait pas. Moi, je suis sûr que cette année, on restait avec Roger Schmidt, mais on n'aurait pas été compétitif. Et ça, c'est un réel problème, et qui va persister si les personnes qui ont le plein pouvoir ne prennent pas leurs responsabilités. Et voilà, quoi. Donc, assez triste de la manière dont ça s'est déroulé. On rappellera que ça reste quand même l'entraîneur qui a donné les 2 seuls titres de Benfica sur les 5 dernières saisons. Donc il y a ça, il ressort quand même avec un palmarès. Mais en effet, il y a un gros problème, et ça, je vous renverrai aussi au space que tu as fait sur Twitter, Dany, hein, même qui revient un peu, parce qu'on va pas trop en parler, mais on va reparler un petit peu, mais on va pas faire un sujet là-dessus sur la direction et sur le problème institutionnel qui a Benfica aujourd'hui, mais en tout cas, si on peut parler en tout cas au niveau des entraîneurs, et ça ne va pas qu'aux entraîneurs, ça va aussi, je pense, aussi au niveau des joueurs, de certains noms du club, on a du mal à se séparer, et il y a un vrai problème de prise de décision dans ce club, d'un point de vue de la direction sportive, d'un point de vue de la direction de tout court, et finalement, Jesus est quand même une grosse anomalie dans ce club depuis 20 ans, puisque même avant lui, tu es sur, je pense, quand même beaucoup de coachs qui partent en cours de saison et qui font des cycles extrêmement courts. Donc on est sur un projet sportif qui est Je pense que depuis que je suis né, c'est le coach qui a duré le plus longtemps. Ouais, mais même avant ça, tu vois, j'ai la mémoire. Ah ouais, avant ça, t'as Camacho, Quique Flores, Fernando Santos, Koeman. C'est très court, quoi. Ah oui, non, c'est des cycles d'un an. Un an. On a même eu Chalana 6 mois. Et Jesus est parti, son premier départ date de 2015, et depuis, aucun de tes coachs n'est parti n'est parti à la fin d'une saison même. Ils sont toujours partis en cours de saison, ils ont été virés même en cours de saison depuis 10 ans. Quoi. Donc on est sur. Vitoria fait 2 ans et demi, mais au bout de 2 ans, déjà, le deuxième championnat qui remporte, ouais. C'est fini. C'est les 6 derniers mois du championnat, c'est fini. Moi, je me souviens très bien de cette période-là. C'est tous les matchs extérieurs, c'est des victoires 1-0. Vous allez vérifier, il n'y a pas un match où on ne gagne pas par plus d'un but d'écart. Et moi, déjà, à ce moment-là, ça m'a alarmé. Je me dis, c'est pas possible, on ne pouvait pas avoir des rendus aussi faibles, mais on gagnait.
ont gagné. Donc, et Bruno Lage, vous le savez très bien, c'est la même chose. Les 6 premiers mois de sa deuxième saison, on perd aucun match sauf contre Porto, et donc, enfin en championnat. Et donc, du coup, on dit c'est un record. Et en effet, sur les faits, c'était un record, mais on faisait des émissions à l'époque, on disait dans le jeu, il y a un problème. Il y a un problème. Et Alex, je me souviens encore à l'époque, toi et Alex, vous étiez très insistants, il y a un problème. Et le moment où ça va plus fonctionner, et bah, ça risque de partir en cacahuète. Donc, ça a plus fonctionné, plus il y a eu le Covid, et je pense que ça a été un tout. Le coup de grâce. Bah, merci pour la transition, Dani. On vient à notre deuxième sujet, donc le choix Bruno Lage. Donc, il est de retour. C'est un coach assez emblématique de notre podcast, hein, parce qu'on l'a quand même eu sur la première année, on a beaucoup parlé, on a beaucoup débriefé ces 6 premiers mois exceptionnels lors de la saison 2018-2019. Il fait partie des cadres entraîneurs du podcast, hein, avec Conceição et Ruben Amorim, bien évidemment. Il est de retour. Il n'y a pas eu beaucoup de rumeurs, je trouve, très convaincante à part la sienne, dans le sens, ça va parler de Maldini, ça va parler de Fatih Terim, ça c'était très drôle. Ça a bien évidemment... T'as dit quoi, Dani? On a peut-être un EHPAD au centre de formation. Peut-être. On a parlé de Sergio Conceição, bien évidemment, vu que le cirque n'était pas assez drôle. Le choix s'est porté sur Bruno Lage, qui entre-temps a été entraîné à Wolverhampton une saison et demie. Un maintien obtenu lors de sa première saison et viré en cours de saison lors de la deuxième, puis un passage express et négatif face à Botafogo au Brésil la saison dernière pour succéder à Luis Castro. Je vais lancer Philippe. Qu'est-ce que tu en penses du choix Bruno Lage, le retour après 4 ans, après son départ il y a 4 ans, après ce fameux match à San Marítimo à Madère, il y a une défaite qui a coûté sa place. Bah écoute, au vu des noms cités, j'allais te dire, je suis bien content, hein, parce que Allegri, Fatih Terim, Conceição, la migraine. Je pense que c'est le choix, voire un des 2 choix qui fait le plus sens au vu du contexte actuel. Le deuxième choix étant Renat Paiva, on est tous conscients là-dessus. Car c'est un choix qui n'aurait pas fait sens. Dis-moi, Dani? J'allais dire, je ne suis pas sûr que la direction ait eu ce choix. Connaissent? Je ne sais pas si on repense à lui. Mais voilà, je suis vraiment pas sûr qu'il soit vraiment dans la shortlist. Je pense que ce qui a été dit, Jardim et Marco Silva, c'était des choix vraiment qui venaient avec Bruno Lage, mais je pense pas que Paiva était dans le top 3. Selon Paul Foutre, apparemment, Ruizinho, il a tenté Klopp. Certeza absoluta. Peut-être qu'il a des infos que nous n'avons pas. C'est possible. Bien sûr. Comme si le monsieur ne gagnait pas genre 15 millions à l'année. Et puis, bref. Donc oui, c'est un des choix qui fait le plus sens au vu du contexte actuel. Ce choix aurait peut-être pas fait sens si c'était cet été. Parce que en principe, tu refais pas du neuf avec du vieux et les seconds passages sont pas forcément les meilleurs. Et dans ce club, on sait ce que c'est, à part peut-être Eriksson et les quelques fois où Tony a dû faire le pompier de service. Jesus, j'ai passé une deuxième fois, c'était catastrophique. Camacho est passé une deuxième fois, c'était pire que la première. Donc bon, sur ce point de vue-là, c'est un peu mitigé parce que on n'est jamais trop fan des seconds passages. Maintenant, aujourd'hui, il nous fallait plus qu'un coach, j'ai envie de te dire, c'est presque un meneur d'hommes, un gars qui puisse faire le lien entre les supporters et l'équipe, car aujourd'hui, il y a une vraie cassure. Il y a une cassure même entre les supporters parce qu'on est divisé sur les sujets, que ce soit au niveau de la direction ou au niveau surtout au niveau de la direction. Donc il y a une vraie cassure avec la direction et il y avait avec l'entraîneur et avec l'équipe de surcroît. Donc c'est un peu en ce sens une mission similaire à ce qu'il avait à son premier passage. C'est-à-dire que quand il arrive aussi, c'est catastrophique. Il vient pour essayer de joindre les deux bouts. Il arrive avec une com positive, neuve, un vent nouveau en termes de communication.
Lui qui a appris avec Cash Cavalial d'ailleurs, donc forcément, et il nous l'a remontré cette fois-ci pour la présentation, à vouloir serrer la main à tous les journalistes en synonyme de enterrer la hache de guerre un petit peu, parce que il y avait une espèce de guéguerre, parce que en même temps les médias mettaient la pression pour pouvoir poser le Messi. Donc à l'époque, c'était un petit peu ça. Et forcément, c'est un humain et il le prenait mal. Et il avait raison. Et nous, on était derrière lui sur ça. Il nous fallait aussi un gars, voilà, comme ça, un gars de la maison, un gars qui connaisse les valeurs du club à l'heure où on a l'impression que toutes les valeurs qu'on nous a inculquées, et nous, on est la jeune génération, entre guillemets, on a l'impression de ne pas se retrouver. Et ces valeurs-là, c'est des valeurs qui sont plus anciennes que les nôtres. C'est-à-dire que nous, on a quasiment connu que de la galère presque. Alors, galère, on s'entend, hein, pour le club qu'on est. Bien sûr, rien à voir avec les supporters de Setúbal et Boavista ou Belenenses qui connaissent des heures beaucoup plus sombres. Mais par rapport à nos aïeux, enfin, nous, on n'a pas connu le vieux stade, on n'a pas connu des ambiances de fou, du moins pas autant qu'eux. Donc, on a pu découvrir ça par des récits qu'on nous a racontés et par des vidéos d'archives. Aujourd'hui, c'est un gars qui a énormément d'années de la maison, il a côtoyé des gens, des légendes du club. Il connaît le club, il connaît le contexte aussi dans lequel il arrive, c'est-à-dire qu'il sait la situation du club, il connaît le championnat par cœur, donc c'est clairement un plus. Il connaît même plus les valeurs du club que certains gens qui travaillent au sein du club. C'est dire à quel point on est complètement à la rue. Et aujourd'hui, il vient tout simplement pour rapprocher un peu les supporters du football. Parce qu'aujourd'hui, moi je parle en mon nom, mais je pense que Dani partage le truc. Aujourd'hui, c'est insoutenable. Enfin, dernièrement, c'était insoutenable de voir. Genre, moi, c'est Moulairis, par exemple, je n'ai pas vu parce que j'ai fait un five parce que je voulais pas voir le match. Alors que d'habitude, c'est inconcevable. Et au final, c'est juste, ça devenait mais impossible à voir. Et aujourd'hui, son objectif, ça va être d'abord de nous rattacher, donc avec une communication positive et un football attractif. Et après, évidemment, gagner des matchs et essayer d'aller gratter quelque chose, sachant qu'on a le rival qui est juste à côté, qui travaille très très bien et qui est aujourd'hui, putain, ça me fait mal de dire ça, qui est aujourd'hui le meilleur club qui travaille au pays. Ah, putain. Et du coup, c'est à nous de. On sait que c'est une saison qui est un peu compliquée, enfin un peu, elle est très compliquée. Donc à nous de sauver les meubles et de faire comme on peut. J'espère que il a appris de ses erreurs, qu'il a pris de la bouteille, qu'il a pris de l'âge même, je dirais, pour le petit jeu de mots. Ouais, ouais. Ah, mais les gars, c'est un métier, ça. Eh ben, il a dit les Donc, cheveux. donc j'espère juste que voilà, il a appris de ses erreurs et surtout que cette nouvelle direction va essayer de le laisser bosser un petit peu. De quelle erreur on parle? Tu sais, quand au bout d'un moment, sur la deuxième saison, du coup, sur la deuxième saison, au bout d'un moment, quand la formule ne marche plus, quand les gens se sont adaptés à ton football, c'est essayer justement de te réadapter. Aujourd'hui, et on va y venir un peu plus longuement, il a mais 15 fois, 20 fois un effectif beaucoup plus qualitatif et avec des solutions beaucoup plus diverses et variées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quasiment. Je n'ai pas convaincu. Je dirais qu'il a un meilleur effectif au global, Oui. mais qu'en y regardant, tu as quand même le Prime Pizzi avec lui, première saison. Ouais. Il est pas déjà loin sur du Prime Rafa. Ouais, il est déjà. Ouais, oui, allez, je te l'accorde. Ouais, bon, le Pizzi, la saison qui suit, il est sur le banc avec Jesus.
Oui, mais la saison d'avant, il te colle encore Non, mais c'est. 20 buts, 20 passes, enfin, 20 passes Ah oui, décisives. non, mais la saison Mais je te d'avant, parle même juste de sa saison où il est champion, tu vois. oui, Mais c'est vrai Ouais, que si on parle mais. de 2019-2020, t'as encore, t'as quand même encore un Rafa qui a encore un très bon niveau, même si je sais qu'il n'est pas le plus apprécié entre nous trois. Mais t'as Félix, enfin Félix ça prépare, mais après ça dépend de quelle saison dont on parle. Non, mais Je suis d'accord que pour moi, on parle de 19-20. 19-20, je suis d'accord, Erreur, c'est je suis bon, d'accord avec vous. d'accord. Parce que la saison où il est champion, tout le monde surperforme. C'est-à-dire que même les nullards. Ferro, c'est Beckenbauer. Seferovic, c'est R9. La Sam, Gabriel, Gabriel, Gabriel Samaris, c'est Xavi Iniesta. Enfin, Gabriel, c'était un quarterback. Avec son pied gauche, il te mettait le ballon où il voulait. L'année d'après, il n'arrive pas à faire un repli défensif. Bon, en même temps, 4-5 picagnes après, bon, c'est plus compliqué de courir. Mais enfin, c'est la saison juste avant, les 6 mois là, mais tout le monde surperforme. Même Tarapt, c'est le Tarapt de QPR, enfin, ça a rien à voir. Et la saison d'après, bon, bah, quand tout le monde retrouve son niveau, bah, là, forcément, il y a plus la même chose. Aujourd'hui, il y a possibilité de faire du 4-4-2, du 4-3-3, du 4-2-3-1. Tu peux mettre, déjà, un mec comme Orchnes, tu peux le mettre partout. Il y a des mecs, tu peux les mettre à droite, au centre, à gauche. Des gars, tu peux mettre au milieu, sur les côtés. Tu peux jouer avec, un 9, un 9,5, un 9, un 10, 2 9. Enfin, il y a énormément de matériel. Ou peut-être c'est moi qui suis non, fou, non, hein, mais je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je vais aller plus loin. Moi, quand je te pose la question de quelles heures on parle, en fait, je ne parle pas forcément de jeu parce que je pense que ce n'est pas un génie au niveau de la tactique, mais c'est quelqu'un qui sait à peu près identifier tous les moments du jeu et sait s'adapter. Par exemple, moi, je suis quasiment sûr qu'on ne verra pas une équipe tout le temps se jeter sur son pressing et ne pas savoir reculer et défendre près de son but. C'est un truc qu'on ne sait, on n'a peut-être jamais su faire avec Schmitt. Si la première ligne de pressing ou la deuxième pétait et en étant très haut sur le terrain, derrière, on était à découvert et c'était une occasion de but. bah, c'est le but de Soris contre première journée. Famalicão, c'est ça. Fulham, c'est ça. C'est dès que tu prenais une équipe qui savait à peu près. Pour moi, Famalicão, ils ont regardé Fulham et ils se sont dit, bah voilà, on va faire le même On va match. faire ça. On va faire ça et ça va rentrer. Et moi, pour moi, Bruno là, déjà, il peut déjà changer quelque chose à ce niveau-là. Et sur le jeu de Bah, position, pour moi, il sera même un step plus fort. Ce sera beaucoup plus intéressant, je pense, parce qu'au-delà de ça, je pense qu'il sera aussi comment connecter certains jeux sur le terrain. Là, par exemple, je disais que il pouvait s'entraîner sur un 4-3-3. Le 4-3-3, pour moi, c'est pas non plus impossible. Pour moi, il y a un moment donné où, par exemple, dans le jeu de Schmitt, on est arrivé dans les 20-30 derniers mètres, le jeu de position, c'était on va mettre pas mal de monde à l'intérieur du jeu et on va essayer après d'écarter avec les deux latéraux qui vont se projeter et centrer dans la surface. Et non, mais tu finalement, rentrais quasiment pas. Tu faisais un circuit. tu récupérais Et pas le même ballon et après on était reparti. On devait presser pour récupérer ce ballon et on repartait sur des cycles comme ça, quoi. Là où tu pouvais être dangereux entre guillemets, c'était sur du jeu de transition. Sauf que bah, tu n'as plus Rafa. Les longs ballons sur Di Maria, très peu pour moi. Donc du coup, bah, c'était très compliqué. Quand tu vois le nombre de ballons touchés par Papadis, c'est flippant. C'est ah ouais. alarmant. C'est alarmant. Et on parle d'un des joueurs qui stat le mieux en Europe sur les dernières années. Donc, c'est pas quelqu'un qui. Et même, on l'a vu sur la pré-saison. Moi, par exemple, sur la pré-saison, je l'ai bien vu. Je sais que c'est un mec qui, dans ce championnat, avec une équipe qui sait utiliser, c'est 25 buts, C'est un peut-être. gars Enfin, qui est autosuffisant. Et il ah l'a oui, fait avec la Z. On parle pas de l'époque presque dorée de la Z où il avait Stengs, Idrissi et Coupe Miners qui lui donnaient à manger. Et le gars, il devait quasiment aller chercher des ballons. Alors, peut-être ça défend différemment en Eredivisie, mais chez nous, c'est un gars qui est capable de prendre le ballon et de partir tout seul et de marquer. Donc, et chose que il y a eu des matchs où il y a eu un match, je crois, je sais plus c'est lequel, il touche 8 ballons. Mais je crois que c'est c'était le dernier, hein. Pour moi, c'est je- mauvais. Et même à la je- maison, hein. Il y a un match à la maison où il n'en touche quasiment pas. mais Je crois, c'est le dernier match à la maison où il a une occasion, une frappe dangereuse. Je crois que c'était Amadol. Je crois que ouais, ouais, parce que Casapi, il a peut-être 2 occasions, il met un but. ouais. Et Amadol, il a une frappe et la frappe, ça fait quasiment but en 10e période.
Mais du coup, tout ça pour dire quoi? En fait, pour moi, avec Bruno Lage, j'ai l'impression qu'on peut avoir, et on va vite le savoir contre Santa Clara, parce que forcément, là, on fait une analyse sans avoir vu notre équipe jouer. Mais c'est des projections, donc peut-être que sur le système, on se trompe, peut-être qu'il y aura divers systèmes en fonction des joueurs qu'il y aura, mais j'ai le sentiment qu'avec Bruno Lage, on peut avoir une équipe qui va se valoriser via le collectif et pas juste avoir des joueurs qui vont en fait combler tous les manques du collectif. Je m'explique, l'année dernière, pour moi, c'était Di Maria qui devait combler tous les manques. Et donc, du coup, quand il était dans un mauvais jour, bah, en fait, on avait un mauvais Benfica. Quand il était dans un jour extraordinaire, et bah, il pouvait te mettre les ballons qu'il voulait. Tout le jeu passait exclusivement par lui. Et pour moi, on aura beaucoup moins ça. Et je pense qu'au sein, enfin, sur le terrain, on aura des joueurs qui vont se connecter beaucoup plus naturellement. Par exemple, sur le 4-3-3, imaginons que tu as ce milieu à 3 entre Florentino, Coxou, Orsnes. Pour moi, tu as trois profils très différents, très complémentaires et qui, au-delà de se compléter au milieu, peuvent en fait compléter aussi ce qui se passe autour d'eux. Je pense que Orsnes, on a eu ce truc d'être latéral droit l'année dernière. Moi, j'ai trouvé, par exemple, au-delà du poste, qui se connectait très bien avec Di Maria, qui se connectait aussi très bien avec Ba. Quand il pouvait jouer aussi plus haut, là, sur les derniers matchs, c'était aussi le cas. Donc, pour moi, ça t'apporte autre chose à ce niveau-là. Sur le côté gauche, avec Oxou, c'est pareil. Pour moi, avec Best et je pense, du coup, Kerem, je ne vais pas dire le nom complet parce que je ne le maîtrise pas pour l'instant, on va éviter. Mais que ce soit lui ou Sheldrup, il y a une facilité déjà à varier tes attaques, à être dangereux d'un côté ou de l'autre. Et puis aussi être dangereux via Pavlidis, comme tu dis, qui est autosuffisant. Derrière, il faudra juste voir si on en sera avec Otamendi et Anthony Silva, avec Thomas Arrojo et Anthony Silva, ou avec Thomas Arrojo et Otamendi. Mais il y aura un truc qui va se dessiner. Et au-delà de ça, c'est que pour moi, on aura un coach qui va faire confiance à son banc, contrairement à Schmidt. Et ça va changer beaucoup de choses. C'est-à-dire que pour moi, je pense vraiment qu'on se rend pas. Je pense honnêtement qu'on se rend pas compte de ce qu'on a mangé pendant plus d'un an sur vraiment un coach qui est. J'ai pas entendu Mathieu, excuse-moi. Avec l'effectif incroyable que tu as. C'est ça. Pour moi, pendant plus d'un an, on a mangé. Là, tu as vu, je t'ai donné un milieu à 3 et tu dis sur le milieu à 3, sur ce que je t'ai présenté, tu dis ça peut le faire. Maintenant, je te dis, bah voilà, quand tu es dans un mauvais jour, bah, tu peux balancer Rolaiza, qui peut avoir ce profil milieu de terrain. Tu peux avoir Barreiro qui peut venir à la place d'Orsnes et donc du coup aussi avoir un autre type de milieu de terrain aussi. Tu peux avoir Raphaël Luis qui monte parce que je suis persuadé qu'il fera confiance à la B. S'il performe en B, qu'il sent qu'il peut faire le pas et que Renato est blessé, tu vois, parce qu'on ne parle pas de Renato parce que voilà, au vu des blessures, ça risque d'être compliqué. Mais si Renato est une option, c'est aussi notre option viable au milieu de terrain qui rentre beaucoup plus dans ce 4-3-3 qu'avec le milieu de terrain que voulait Schmidt. Et je pense que Bruno Lage sait très bien comment l'utiliser. Il l'utilisera pas comme l'a utilisé Schmidt contre Moreirense, même s'il a fait une bonne entrée. Et donc, pour moi, il y a beaucoup plus de variétés possibles. Et parce qu'il fera aussi attention à ce qui se passe dans la baie. Dans la baie, pour moi, il y a des profils qui peuvent être intéressants. Et surtout que l'entraîneur de la baie, c'est son ancien adjoint. C'est Verissimo. Il y aura une connexion qui, pour moi, ne s'est jamais établie entre Schmidt et Verissimo. Et même tout cas entre Schmidt et l'abbé, quand il est arrivé, on nous a envoyé des petites photos de lui et Luis Castro en réunion. On l'a vu une fois au Seychelles, après on l'a plus vu. On l'a plus vu. C'est le coach, littéralement, avec autant de vivier. Même Jesus, il n'a pas eu ça parce qu'à cette époque-là, il n'avait pas le même vivier. Et quand il revient et qu'il récupère et qu'il reprend Benfica, l'abbé, c'était, on va dire, en transition. C'est le coach qui a eu peut-être le plus d'opportunités de faire monter des joueurs. Et au-delà des cracks, entre guillemets, tu enlèves Antonio Silva et João Neves, bah, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé parce que Thomas Arrojo, il a fait le premier match qu'il fait sur le club Benfica, c'est avec Jorge Jesus. C'est contre Covilhã en Coupe du Portugal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit comme un joueur qui va exploser. Ça devrait faire limite 3 ans que le mec devrait être titulaire. Mais quand il l'a eu, il l'a mis arrière droit. Quand il a eu lui, c'est une dossier. Contre l'Inter. L'année dernière, c'est une réalité, c'est le défenseur qui a été le meilleur quand il a joué. Thomas Arrojo, il n'a pas eu une mauvaise entrée l'année dernière. Si on compte vraiment à son poste, c'est le meilleur. Et pour moi, il y a aucun moment. C'est le meilleur, de toute façon. Oui, et pour moi, je pense que, on disait déjà avant, Antonio Silva, pour moi, c'est un très bon joueur qui aujourd'hui a un manque de confiance, mais qui pour moi se complète totalement avec Thomas Arrojo, mais qui n'est, pour moi, Thomas Arrojo aujourd'hui, c'est vraiment le défenseur moderne qui sait quasiment tout faire, qui sait défendre debout, qui sait tout faire. Et dans une équipe qui a le ballon et qui veut prôner un jeu offensif, c'est Thomas Arrojo, c'est un précurseur et c'est important de l'avoir dans son 11. Surtout quand tu as Otamendi à côté de toi. Tu es limite obligé. Je peux limite, entre guillemets, comprendre qu'Otamendi soit une option, mais tu peux pas avoir Antonio Silva et Otamendi à la relance, surtout quand tu as Ba à côté, qui n'est pas non plus le meilleur joueur à la relance. Mais on va en reparler encore, mais pour moi, le Bruno Lage a beaucoup plus d'options, mais beaucoup plus. Au niveau de.
il y a des enjeux forts, hein, parce que ce que je veux dire, par exemple, enfin, tu l'as évoqué, Dani, mais pour moi, l'enjeu déjà depuis la saison dernière, c'est Orkun Kökçü. Doit être le joueur, tu dois construire autour de ce mec-là. Et le truc, c'est qu'il perd de la valeur un peu depuis la saison dernière. Enfin, tu le revendras peut-être, tu peux potentiellement le revendre en Angleterre au prix où tu l'as acheté, peut-être même un tout petit peu moins, alors que ce garçon-là, tu es censé le vendre quasiment 2 fois plus cher. Enfin, en parlant juste de vente, hein, même si en termes de, c'est préférable de parler de jeu, mais enfin, si on est sur un coach, et je pense que comme Dani, que c'est un coach qui s'adaptera plus et qui aujourd'hui arrive aussi dans une situation d'urgence et qui doit aussi s'adapter à ce qu'il a. S'adapter à ce qu'il a aujourd'hui, c'est aussi se rendre compte qu'il y a des joueurs qui, en les mettant dans les meilleures conditions, en tout cas en construisant autour d'eux, et Orkun Kökçü est un joueur auquel tu peux construire autour de lui, tu peux obtenir déjà un rendement largement supérieur à ce que tu as eu la saison dernière et en ce début de saison. Et lui, plus Pavlidis, tu as quand même une matière assez phénoménale pour véritablement créer des problèmes très rapidement et en fait faire très mal déjà très rapidement et reconstruire quelque chose. Et ça, enfin, tu vois, ça revient au quatrième thème que je voulais évoquer avec vous, mais c'est vrai qu'on est un peu parti en freestyle. Mais c'est que malgré tout, il y a une exigence qui est très forte. C'est-à-dire que on est sur un entraîneur qui connaît très bien la maison, on est sur un entraîneur qui est compétent selon moi, alors qui peut, en effet, on avait parlé un petit peu en off, mais son expérience à Botafogo m'a beaucoup refroidi. Mais globalement, il arrive dans un contexte familier, donc il va retrouver des choses qu'il connaît. Et donc ça, plus son bagage, plus ses connaissances, plus son expérience, et avec un effectif et là je suis d'accord avec vous, mais de très loin, c'est un meilleur effectif que un large meilleur effectif que sa deuxième saison, bah, il n'y a pas beaucoup de raisons en fait, d'être tolérant au début, hein, mais d'être tolérant ensuite à la fin de la saison sur le déroulement de la saison. Benfica n'est qu'à 4 points, 5 points du Sporting. T'as encore beaucoup de confrontations directes. T'es qu'en début de saison. Il y a une exigence pour moi qu'on doit quand même avoir sur la matière et sur tout ce qu'il est capable de construire vis-à-vis d'un effectif qui a énormément de qualité. Kökçü, Pavlidis, je prends juste ces deux noms parce que pour moi, c'est deux garçons qui doivent mettre à genoux la première division portugaise. Ouais, pour moi je vais totalement dans ton sens. C'est une anomalie et aujourd'hui, je suis allé au barbeur. Et mon barbeur est sportingiste et on parle beaucoup de football. On parlait de ça. On vient parler de Kökçü. Je dis juste, c'est anormal que ce garçon, qui était le meilleur joueur en première division des Pays-Bas, ne soit pas vraiment genre Le là. meilleur joueur au Portugal? Ouais, et au-delà de ça, mais genre, ne soit pas juste un des meilleurs joueurs de l'équipe. Enfin, intrinsèquement, c'est le cas. Pour moi, il y a des choses qui ne trompent Oui. pas. Qui sait faire avec le ballon, il y a pas de sujet. C'est quelqu'un qui, pour moi, va dans un autre contexte ailleurs, il performe. Il y a Bien pas de sûr. tu le mets à Porto, voilà, il déroule. Tu vois, j'imagine le truc, mais je suis persuadé qu'il va ailleurs, il performe. C'est pas, il est habitué au football européen, c'est un bon joueur. Moi, pour moi, il est juste très très mal utilisé et même, je dirais même incompris. Et je pense que même sur le plan humain, on va gagner autre chose. C'est que pour moi, Bruno Lage a une facilité à gagner un vestiaire Ouais. et vraiment très très bon dans les rapports humains, qui fait que il a tout à gagner en faisant en sorte que ce groupe soit vraiment entre guillemets une famille. Maintenant, moi, pour rejoindre un peu sur les mots de Mathieu, il y a une exigence à avoir. Il faut que cette équipe joue de telle manière, avec les joueurs qui soient valorisés de telle manière. Moi, aujourd'hui, on est qu'en septembre. Je demande, je m'attends, je sais pas que je demande, parce que je demanderai toujours des titres, mais je m'attends même pas à avoir des titres. Parce que je ne conçois pas qu'on puisse faire, par exemple, un triplé ou gagner la Coupe des Championnats avec une préparation aussi médiocre d'une saison. Donc, par préparation médiocre, je m'entends. Pour moi, on a un effectif qui est hyper qualitatif. On a doublé tous les postes. Honnêtement, je vois vraiment un effectif qui est très très bon. À l'époque de Bruno Lage, par exemple, tu regardes l'effectif, tu vois pas une marge de progression énorme pour beaucoup de joueurs. Au niveau de la valorisation, pareil. Tu as le luxe de vendre Marcos Leonardo, 40 millions à Hilal, qui était sur le banc. Je veux dire, ça pour moi, c'est un joueur qui aurait pu valoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Au final, tu fais aussi x4 en 6 mois. Je dis pas que c'est une bonne chose de le vendre, je dis juste qu'aujourd'hui, tu as tellement un effectif qui est large que
on a pointé le doigt sur les ventes parce que c'est anormal, mais même comme ça, tu peux le vendre et avoir le luxe de dire, j'ai quand même pas Pavlidis, c'est Arthur Cabral. Parce que pour moi, il y a même un monde où il peut récupérer Arthur Cabral parce qu'il ne va pas lui Ouais, bien demander sûr. que demander Bien sûr. Schmitt. Je ne dis pas que ça va se faire, je dis juste que ça me choquerait pas si Arthur Cabral se relance et performe et devient un concurrent pour Pavlidis, et je l'espère, parce que sinon, si en cas de blessure Pavlidis, ça peut devenir vite compliqué. Mais pour moi, au niveau des exigences, c'est compliqué d'être exigeant, pas avec ce club, mais avec la situation actuelle, parce que pour moi, tu ne peux pas être exigeant, demander un titre, quand en face, ton concurrent, en fait, s'est renforcé et n'a vendu personne. Et pour moi, et même pour moi, Mourinho, il est sur un step où il se permet même d'innover. Il est sur un truc où ça marche tellement bien qu'il veut pousser le truc encore plus loin avec Kenda sur le côté, Jin Caetano. Il essaie d'innover encore plus dans sa formule actuelle parce qu'en fait, ils sont tellement en confiance, ils ont tellement un groupe uni et ça marche tellement bien qu'aujourd'hui, ils peuvent pousser le truc un peu plus loin. Donc moi, j'aimerais bien voir ce Sporting sans Gyökeres pour voir jusqu'à où ça peut aller. Mais même comme ça, aujourd'hui, ça déroule et ça va être très sérieux et ça peut aller sur les mêmes saisons que l'année dernière. C'est limite ne pas perdre de match. Une saison, c'est très long et il y a des périodes, mais en tout cas, ils ont tout pour. Nous, on vient un coach après 4 journées à la fin d'un mercato et avec une pré-saison qui est déjà faite. Tu envoies un entraîneur limite au casse-pipe. Forcément, on va comparer avec 2019. Mais voilà, il arrive en 2019, au milieu de saison, il avait 7 points de retard. Ah, mais à cette époque-là, pour moi, ce n'était pas un grand Porto qui était là en face. C'était aussi un Porto qui était dans une situation qui était très, très mal gérée. Le Sporting était à la rue complet. Il y avait juste Bruno Fernandes qui performait comme pas possible et qui, du coup, faisait une saison de malade. Mais il n'y avait pas de réelle concurrence. Donc, en fait, il fallait juste mettre quelques pièces. Et son gros pari, pour moi, c'est là. Et c'est là où il y a une plus-value. C'est qu'il allait chercher quelqu'un qui était sur le banc, qui était Jean-Félix. Et son idée, c'était direct de le valoriser. Et il a direct mis les bonnes pièces. Et là, on verra, je pense déjà directement samedi, si ces pièces-là, il est capable de les mettre en route. Et ce que ça peut donner. Mais maintenant, c'est pas parce que ça va fonctionner et qu'on va dérouler, entre guillemets, qu'on est en mesure de se dire qu'on peut tenir tête au Sporting. Et c'est très grave de dire ça. C'est-à-dire que ça me fait très mal de dire ça. On n'est pas sur une confrontation. On soit en mesure de se dire on peut les battre. Bon, moi, je pense qu'on peut toujours les battre sur un match. L'année dernière, on les bat 2-1 à la maison avec le but de mais contexte, il y a une expulsion, etc. On peut gagner. Et des matchs, ça peut se décider comme ça, je suis d'accord. Mais pour atteindre ce niveau-là, pour moi, il faut beaucoup de préparation, il faut beaucoup de travail. Et aujourd'hui, on demande à Bruno Lage de faire tout ça sans pré-saison, avec un effectif qu'il n'a pas choisi, mais qui est très qualitatif et qui, pour moi, correspond quasiment à tout ce qu'il aurait pu demander. C'est-à-dire que même si sa doublure de bas ne lui va pas, il a Spencer et Leandro Santos, et je sais qu'il les connaît et il les a déjà vus et qu'il pourrait éventuellement compter sur eux. Ouais, il y a Caboret. Ça peut partir dès janvier, c'est à Caboret. Hein. Vraiment, ça peut être le prêt cassé en janvier. Je pense qu'il n'y a même pas une option pour Bruno Lage. Il n'y a pas mieux que Spencer pour être backup de bas. Pour moi, avec Bruno Lage, Spencer et pour moi Leandro Santos, je suis sûr qu'il les regarde et que Caboret, il doit même se dire, il va le voir, à l'entraînement, il va peut-être faire quelques entrées. Mais pour moi, Caboret, c'est une ou deux entrées mauvaises et pas blessure. Si ça ne colle pas, il va chercher dans la baie. Là où avec Schmitt, on serait tapé Caboret ou Orsnes. Orsnes derrière, alors que Spencer, il peut jouer à gauche, à droite. Oui. Bon, après, peut-être que je ne sais pas si Spencer était prêt l'année dernière. Non, mais là, en tout cas, sur le début de saison, il y a déjà un step qui est passé. Il est déjà plus près. Et on n'a même pas mentionné. Là, oui. Il y a aussi João Rego qui continue pour moi à être à un bon niveau. Mais je mets quand même Raphaël Luiz pour moi en termes de potentiel, je ne sais pas. Après, João Rego, c'est plus un profil. Mais pour revenir à Spencer, aujourd'hui, ils sont tellement bons les deux que Spencer, en cours de jeu, il monte ailier droit à bout de la 60e, 70e et c'est Leandro Santos qui prend le poste de latéral droit. Donc en fait, les deux sont tellement bons qu'il se permet même d'en avancer un parce qu'il peut aussi jouer à ce poste-là. Donc je ne dis pas qu'il est lié et qu'il est surpuissant, mais c'est un peu pour moi dans le registre, c'est du Cancelo. Alors, on peut le faire jouer plus haut, il a la qualité technique pour ça. Je suis complètement d'accord. Je vais revenir un peu sur les exigences. Parce que je voulais dire surtout, c'est qu'en fait, tu ne peux pas te permettre. Je ne parlais pas forcément de titre, loin de là, même si, Benfica doit toujours jouer le titre. Bonne figure. Mais pire que ça, mieux que ça, tu ne peux pas forcément, entre guillemets, juste assumer une dévaluation de ton effectif. Et c'est-à-dire de ne pas
assumer que ton effectif en fait ne progresse pas et donc globalement que ton collectif ne fonctionne pas encore une deuxième saison consécutive. Après, si on part un peu sur le côté d'un Benfica qui est obligé de vendre beaucoup, qui est dans une situation financière, on obtient de plus en plus d'indices sur un club qui dépense beaucoup d'argent à différents niveaux et qui a besoin de beaucoup de rentrées d'argent aussi pour compenser cela, et ça passe par les transferts. Et si tu veux, tu peux pas te permettre qu'un Koksou se dévalue encore une saison de plus. Tu peux pas te permettre qu'un Pavlidis se dévalue, alors que ce sont des joueurs qui, bon, je prends ces deux cas-là, mais il y a d'autres très bons joueurs efficaces, qui n'arrivent pas à performer et qui donc collectivement, une équipe qui n'arrive pas à les valoriser. Parce que Pavlidis, on en parlait, c'est vrai qu'il y a un peu le côté autosuffisance qu'on voyait aux Pays-Bas, mais je trouve malgré tout que c'est un joueur qui, d'un point de vue collectif, est exceptionnel. Dans ses décrochages, dans ses appels, dans sa ouverture des espaces, c'est même sa relation avec ses partenaires, parce qu'on les attaquants. Même Gyökeres, je trouve que est plus fort pour moi, mais a d'énormes qualités. Mais dans sa capacité, Pavlidis, ce que je voyais aux Pays-Bas, dans sa capacité à s'associer à ses partenaires, c'est plus fluide. C'est capable de créer plus de décalage aussi. C'est meilleur que Gyökeres sur ce registre-là, parce qu'en fait, il a pour moi plus d'atouts techniques de le faire que Gyökeres. Exactement. Mais à mon sens, il le fait moins depuis qu'il est chez nous, parce qu'il y a ce truc d'anxiété, de vouloir marquer, de confiance. Mais parce que dès qu'il a le ballon, il veut. Bon, il y a ça. Pas que ça, il n'y a pas de circuit de passe. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça, il y a mais même qui ne fonctionne pas depuis le quand il touche tellement peu de ballons que quand il a le ballon, il veut prouver, il veut faire quelque chose. Tu vois. Et puis c'est un attaquant, ça vide but. C'est-à-dire que dès qu'il a un ballon aux abords de la surface, pied droit, pied gauche, il allume, alors qu'il ne l'aurait pas fait en temps normal à la Z. Pour moi, c'est quelqu'un, tu vois, en confirmant ce que tu dis, hein, dans ton sens, mais pour aller plus loin, c'est quelqu'un qui, pour moi, peut venir très très bas sur le terrain, venir aider sur des sorties de balles, que Bruno Lage aime bien faire, et permettre de venir. Pour moi, il est meilleur que Ramos sur ça, mais bien meilleur que Ramos. C'est vraiment un joueur. C'est Benzema, en gros. C'est ce que tu veux nous dire. Non, mais tu rigolais, mais c'était, je t'envoyais des mèmes, etc., en disant, c'est Benzema, entre guillemets, hein, à son échelle. Ouais, proportion gardée, bien sûr. Voilà. Mais dans le style de jeu. En style de jeu, c'est quelqu'un qui peut venir prendre le ballon très très bas, venir combiner en 1-2. Et pour moi, cette relation-là où il va ramener des joueurs avec lui, et c'est là où, pour moi, par exemple, un Kerem, je vois beaucoup, après avoir vu ce qu'il a fait sur le match avec la Turquie, dans le profil, je comprends beaucoup plus pourquoi on peut attendre d'avoir un Kerem. Mais pour moi, on n'a pas ce profil-là à droite, parce que Di Maria n'est pas capable de faire ça. Enfin, du moins, n'est plus capable, pardon. Et il n'a peut-être pas la relation qu'a Kerem avec le but, que Di Maria, pour moi, n'a pas cette relation-là avec le but. Mais ça peut, même là, à ce niveau-là, bonifier. Parce que tu as quelqu'un qui, après, devant, peut faire des différences en contre 1, peut se projeter vers le but. Et Pavlidis n'est pas, du coup, la seule option pour aller marquer, tu vois. Même Koksou, on parle de Pavlidis, mais même Koksou. Et pour moi, Pavlidis. Même Amdouni, s'il est aligné à côté de lui. Ou Amdouni, c'est vrai qu'on l'oublie, mais même lui, tu vois. Après, peut-être que Prestani va jouer à droite, à son vrai poste aussi. Le concurrent de. En fait, tu as beaucoup trop d'inconnus. Mais on n'a pas de Sheldrup. Enfin, c'est pas normal d'avoir autant de noms clés comme ça et de te dire. S'il fallait parier, tu pars quand même sur un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, mais avec un 4-3-3, c'est qu'avec Orchness. Donc pas samedi, quoi. Ça, je sais. Alors ça, c'est suspendu ou blessé? Et non, il est blessé. Il est encore blessé. Non, si ton Rollweiser est disponible. Ouais, mais pas à 100%. Ils viennent de reprendre. Vous n'avez pas des joueurs disponibles, merde. Il rentre Il rentre en plus sur Smollett, c'est vrai. Ah ouais? Ouais, il rentre. J'ai pas vu. J'ai cru qu'il allait prendre un rouge pour la fin. J'ai pas vu. Donc là, il a fait la trêve là avec Bruno Lage. Donc moi, pour moi, Rollweiser, il y a une forte possibilité qu'il soit dans le 11. Hein. Mais tu penses genre Tino ou Borreiro avec Kokshu et Rollweiser ou après ça peut être 4-2-3-1 et qui s'adapte en 4-3-3. Ouais, en fait, pour moi, tu es sur un truc. T'as deux créatifs quand même, c'est pas un peu. Pour moi, tu défends pas de la même manière. Aujourd'hui, tu défends beaucoup plus en équipe et moins sur un truc où si la première ligne ne passe pas, en fait, courage à Alexander Ba pour réussir sa transition défensive. Sinon, t'es entre guillemets niqué. Après, Rollweiser défend beaucoup plus que Kokshu. Donc si Rollweiser, dans tous les cas, de par sa connexion avec Di Maria, jouera à droite, car c'est aussi dans un 4-3-3, comme il jouait à Estudiantes, ça va être sa zone de prédilection, déjà parce que il est gaucher et du coup, il a le jeu face à lui, parce qu'il va défendre pour Di Maria, et parce que il peut allumer pied gauche, il peut trouver la passe pied gauche. Et Bruno Lage, je le vois. Là où
là où à gauche, je pense que Kerem fera les efforts pour, Mm. pour soutenir, Kokshu. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'Orsnes va jouer à droite aussi. Mais après, voilà, si Reliseur est bon, Ça fait mal à la tête de se dire qu'il y a autant d'options et qu'on a peut-être enfin un coach qui peut voir ce genre de choses. Et moi, du coup, pour revenir au sujet du coup de d'exigence, etc. Moi, en fait, c'est là où ça sera déjà une satisfaction d'aller au stade et de voir mon équipe pratiquer un joli football et sur une saison qui va être très longue, hein, de voir par exemple Benfica en Ligue des Champions se comporter correctement. Moi, par exemple, sur cette Ligue des Champions, je voulais des gros adversaires. En fait, je m'en mais fous. tu voulais qu'il saute. Tu voulais des gros adversaires pour qu'il saute. Non, mais d'une part, il y a ça, mais aussi parce qu'en fait, si tu es bon, tu es bon. Si t'es mauvais, tu peux pas te cacher. Tu peux pas te cacher avec une victoire 1-0 face au Maccabi Haïfa ou je ne sais quoi. Si t'es pas bon, t'es pas bon. Et pour moi, là, c'est beaucoup plus valorisant et ça sera beaucoup plus valorisant aussi pour les joueurs de se dire que tu reçois Atlético, tu reçois Barcelone, tu vas à la Juve, tu vas, je l'ai plus, le quatrième, tu vas Bayern, au Bayern, Bayern, Barça. tu vas à Munich, tu vas à Monaco, tu reçois Feyenoord. Donc, en fait, tu as beaucoup d'oppositions qui, pour moi, quand tu es joueur de foot, tu as envie de les jouer. Et pour moi, c'est ce genre de match où, si tu es bon, tu as un gain de confiance incroyable. Et donc, je pense qu'il y a il y a beaucoup de choses où, si ça se passe bien, Bruno, là, je peux gagner un groupe et gagner de bonnes dynamiques. Et après, il y a le mondial des clubs à la fin de la saison. Donc, si le championnat, on le perd de 3-4 points, et parce que voilà, la confrontation sur ce match-là, il y a des manières de perdre. C'est ce que je disais l'année dernière, des manières de perdre. Ok, ça me fera chier, mais ok, si on va chercher une coupe et qu'on fait bonne figure en Ligue des Champions et qu'au Mondial des clubs, on fait aussi un bon parcours, on verra ce que ça vaut, mais ça sera, moi, de mon vivant, ça fera fois que je ne la vois jouer. Et bien forcément, tu as un autre rapport avec la saison, tu vois, et sur la continuité de ce que peut faire Bruno Lage. Mais maintenant, après, c'est ce qui va cadrer tout ça, en fait. C'est comment on va aborder le mercato de janvier. Est-ce qu'on va encore vendre un joueur pour équilibrer encore les comptes? Est-ce que l'année prochaine, est-ce qu'on va écouter Bruno Lage sur le mercato? Est-ce que juste on va se contenter de lui dire bah maintenant tu as les joueurs de la baie, toi tu regardes la baie, on va plus être t'aligner 15 millions sur des joueurs qui ne servent à rien. Est-ce que vraiment il y aura un cadre qui sera fait? Mais pour moi, l'exigence, c'est plus sur ça. C'est Bruno Lage sur comment il peut nous reconnecter avec cette équipe et nous faire plaisir en regardant cette équipe jouer. Il a dit qu'il comptait le faire. Et je pense que, comme à l'époque, ça sera son premier levier, c'est nous connecter à cette équipe et nous donner du plaisir à ce niveau-là. Parce que on l'a dit durant le space et on le redit ici, on est aussi sur un cas où, vu que c'est Bruno Lage, il connaît cette équipe, il allait la voir au stade, il la regarde à la télé, il connaît les joueurs de loin, il en connaît aussi certains qu'il a coachés ou du moins qu'il a vu en formation. Il a un atout que n'a pas, par exemple, je ne sais pas, un Mancini ou je ne sais qui serait arrivé qui ne connaîtrait aucun joueur. J'ai envie de dire même Ronald Topay, quoi. Dans le sens où aujourd'hui il entraîne, il n'est pas forcément, peut-être forcément la tête, d'avoir l'œil minutieux à chaque fois qu'il voit Béfica, alors que quand tu es au chômage, et on en avait parlé un peu avec Georges Massiel, hein, qui avait un œil presque très étonnant lors de l'interview qu'on a fait avec lui sur les joueurs de Béfica, sur la saison de Béfica, étant donné qu'il avait pas, qu'il est parti de Valenciennes, tu vois. Je trouve que même, tu vois, si tu... Ouais, mais bien sûr, sur ces cas-là, et je trouve même qu'en fait, c'est aujourd'hui, pour moi, dans la dynamique des deux carrières, Renato Paiva, si tu peux l'avoir, tu dois le prendre parce que il a tous les atouts que Bruno Lage a finalement presque, et plus encore vu la dynamique qu'il a dans sa carrière de succès, de réussite, de confiance dans ses méthodes, dans son processus, et ça se passe bien. Mais c'est vrai que le côté d'adaptation très rapide et dans l'urgence, parce que c'est ce que finalement tu as deux cas juste avant toi qui sont démontrés. C'est Lucas Victor Bruno à Porto, où finalement il est choisi parce que Porto va mieux depuis 2-3 mois, mais il y a 2-3 mois en arrière, si on reprend un peu les débats qu'on avait sur le choix de coach, bah, c'était la même chose. Hein. On a besoin de quelqu'un qui connaisse très bien la maison tout de suite, parce qu'on n'a pas le temps finalement d'adapter quelqu'un au contexte Porto. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaisse déjà le contexte Porto. Braga a fait la même chose avec Carvajal après le départ de Natsuda. Aujourd'hui, tu es obligé d'avoir et finalement, tu prends des entraîneurs qui soit ont eu le temps, soit connaissaient déjà très bien la maison, soit ont eu le temps, étant donné qu'ils ont eu pas mal de chômage, pour véritablement voir ce qui se passait et les joueurs qu'il y avait. Donc, pour moi, Bruno Lage a quand même beaucoup à ces atouts-là, c'est que je pense, comme tu dis, Dani, il est arrivé à l'entraînement, il savait déjà très clairement ce qu'il voulait. Parce que tu es coach et que tu fais toujours ce petit travail mental en disant qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Et je pense parle pas à Verissimo comme Roger Schmidt parle à Verissimo quand il doit préparer ses entraînements, quand il doit réclamer les joueurs, etc. Il sait. Ouais, puis les garçons. il sait qu'il est en B, en 23, et comme on a dit,
persuadé que, par exemple, tu vois, comme tout amateur de football que nous sommes, alors peut-être nous, on est un peu malades sur les bords et ça faudrait qu'on se soigne, mais Super. genre, le Feyenoord de Slot qui va contre Marseille en Conference League, bah, quand tu aimes le football, tu as vu jouer Cockchou, tu vois jouer Wiffer, enfin, tu vois, un mec comme Igor Paixão et Santi Jiménez, tu peux pas passer à côté. Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis persuadé que et puis enfin, Amdouni, je pense qu'il l'a vu aussi de près ou de loin, parce qu'à mon avis, il a dû suivre quand même l'APL un petit peu, et puis même, enfin, c'est un mec qui est international. Donc quasiment la plupart des joueurs, il doit les connaître plus ou moins et si enfin, il va vite les connaître au pire. Là, il a dû travailler avec un groupe réduit, et je pense que tout le monde ne sera peut-être pas je sais pas si Otamendi sera déjà revenu pour samedi. Mais du coup, moi, je suis persuadé qu'il a déjà un plan A. Reste à voir si, il sera le plan parfait ou s'il faudra changer en cours de route. Mais bon, en tout cas, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. Après, comme son match contre Rio Ave, le premier qu'il avait fait, tu sais, il peut adapter. Au début, il avait fait un 11 qui après a encore changé, etc. La bonne formule, il aura au fil du temps, mais ce qu'il faut, c'est commencer à travailler sur des victoires. Et Santa Clara fait un très bon début de saison. C'est une équipe Ouais. joueuse qui joue vraiment bien en plus. J'ai regardé un peu, j'ai vu aussi passer des avis, des commentaires. Et ça, vraiment, ça peut être plaisant et ça peut être un piège à la maison. Mais ça peut être aussi du coup un match qui peut te lancer très très bien. Donc à voir, parce qu'après c'est la Serbie direct dans un gros stade avec une grosse ambiance. Et pareil, je pense que c'est des matchs où tu y vas et tu gagnes un groupe. Tu gagnes un Ce qui te groupe, double. c'est ça. C'est soit tu perds et ça peut faire mal, il faut bien gérer le truc, mais si tu gagnes, avec Bruno Lage, voilà, moi c'est. De toute façon, vous le savez dans le cercle fermé, mais moi, c'est le coach qui m'a limite donné envie de m'intéresser vraiment à ce que pouvait être le quotidien d'un entraîneur, par sa manière de communiquer, sa manière d'être. Et pour moi, justement, il a une approche qui est tellement particulière et peut-être singulière, je ne sais pas, mais qui va en tout cas, qui est de la même école que celle de l'entraîneur de Braga, du coup, vu que c'est son mentor. Mais c'est des gens voilà, qui donnent envie d'aller, entre guillemets, à la guerre pour eux. Tu les écoutes et tu sens qu'il y a vraiment une connexion qui peut s'établir avec des joueurs. Et je pense que Bruno Lage a tout pour le faire et bien se lancer. Et a surtout aussi, je vais peut-être conclure sur ça de mon côté, ce côté revanchard. Il a cette interview pour Arbol en mai, dans Record, pardon, où tu sentais qu'il y avait beaucoup de choses où il avait appris et qu'il aurait fait différemment. Il parle notamment de la fin de son aventure à Benfica. Il dit qu'à l'époque, avec Vieira, il n'aurait pas laissé Vieira en fait annoncer devant la presse qu'il partait. Il serait allé avec Vieira et ils auraient assumé chacun leurs responsabilités. Et ce qu'il disait, moi, au niveau du sportif, mais il a dit, vous aurez dû aussi assumer les mauvais choix, la communication, les jours que je n'ai pas eu, du coup, les blessures, etc. Enfin, il te peignait tout un tableau, entre guillemets, des problèmes qu'il avait eus et qui, à mon avis, sont restés dans un coin de sa tête parce que c'est le club de son cœur et que ça s'est très mal fini. Et je pense qu'il a envie de repartir sur bonne base et de prouver que c'est vraiment un grand coach. L'aventure Mais revient. c'est des trucs que le public ne sait pas forcément et du coup, vu que du côté de la présidence, personne n'a jamais parlé, voilà, lui, il a pu en parler. Je pense que justement, il a utilisé ça aussi alors là, j'ai aucune info, hein, j'extrapole, mais je pense que ça il a dû demander des garanties de soutien parce que, bah, il a vu aussi que la direction n'avait pas soutenu son coach et parce que, voilà, on a l'impression que tout le monde mettait un peu la tête dans le seau et que le bateau était en navigation, comme ça un peu au vent. Donc à mon avis, j'espère qu'il a dû demander des garanties sur ça au moins et que du coup, il sera un peu plus soutenu qu'il l'a été, durant son premier passage. On espère. Ouais. Bah, il a quand même, enfin, n'importe qui aurait eu une énorme responsabilité dans ce Benfica-là aujourd'hui en tant qu'entraîneur. Quand tu Oui. vois la dislocation de la direction, quand tu vois l'instabilité qu'il y a à ce niveau-là, on parle enfin, moi je suis toujours dans un club pro aujourd'hui, c'est un poste stratégique, mais à un point énormissime. Et si lui est entre guillemets est instable dans sa communication, dans ses choix, dans le truc, ça peut continuer à être très très compliqué dans les prochains mois du côté de Benfica. De la responsabilité, faut quand même la prendre, il faut quand même avoir un certain courage, je trouve, pour prendre ce Benfica à ce moment-là. Après, c'est vrai qu'il a une deuxième chance et que c'était très mal fini la première fois et que c'était pas forcément
je pense, dans aucun de nos 3 esprits envisageable dans les années à venir une deuxième chance de Bruno Lage à Benfica. Donc, Non, vraiment pas. et peut-être même pour lui, je pense que peut-être qu'il, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, il s'imaginait peut-être, on s'imagine toujours peut-être revenir et qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait été à la place du coach, mais je pense pas au fond de lui qu'il avait forcément l'espoir il y a 1 an de revenir à la tête de Benfica. Donc il a une deuxième chance, on verra s'il arrive à la saisir. Mais un dernier point aussi sur les exigences, il y a toujours que 2 places qualificatives pour Ligue des Champions cette année au Portugal. Donc attention, parce que je reste persuadé, Porto restera compétitif, c'est un peu dans leur ADN, même si on verra quel sera leur vrai plafond cette saison. Et je pense toujours qu'un Braga peut se relancer dans ces saisons. On est encore très tôt dans la saison, donc il y a aussi une certaine exigence. Il y a toujours cette exigence-là quand tu es Benfica, mais aussi parce que tu as des comptes à rendre d'un point de vue financier depuis quelques moments. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Écoute, parce qu'Aaron peut toujours faire beaucoup. Hein. Moi, je vous enverrai bien évidemment au space de Dany sur Twitter. Le fameux space de qui a duré 3 heures. Ouais, mais. Il est complet. Hein. Il est complet. Pour être complet, il est complet. On parle de direction, on parle d'institution. Il faudrait peut-être qu'on en parle un peu plus. Peut-être un peu de place à faire sur ça. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Il a bien sensibilisé sur ces points-là ces derniers mois, M. Barbosa. Je vous en remercie. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Peut-être un truc sur cette Trent Sagressman qui est quand même extraordinaire. C'est fantastique. J'adore. Il faudrait on va trouver quelque chose. On est arrivé une petite heure 5, les garçons. Merci à tous les auditeurs qui sont restés jusqu'à cette bonne heure de discussion sur notre média Golasso. Donc, on va faire une petite promo habituelle. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à laisser un commentaire, à laisser un j'aime, et sur les différentes plateformes de podcast aussi, donc Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, je ne sais plus si ça existe encore, ce que vous utilisez en gros. N'hésitez pas à lâcher aussi le moyen d'évaluation au max, un petit commentaire, et bien sûr on attend toujours tous vos retours, d'idées de sujets aussi, n'hésitez pas. On est un peu sur une nouvelle formule, on est complètement sur une nouvelle formule cette saison, donc on est beaucoup plus porté sur les podcasts, donc beaucoup plus de temps pour préparer. Donc si vous avez des idées, des épopées analysées aussi, des Golasso rétro, on aura le temps au préalable même de revoir les matchs, donc on va y penser. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous contacter au 06. Mais pas la sélection de Roberto Martinez, s'il vous plaît. Vous avez remarqué que ça, par contre, on a complètement zappé. Est-ce que c'était vraiment volontaire? On ne peut pas analyser. Est-ce que c'était vraiment volontaire? Je voulais dire un truc aussi. Thomas Sorojo, dépêche-toi d'être il est déjà très très bon, mais il faut qu'il se dépêche parce qu'en poste de central au Portugal, on a besoin de lui. Mais bientôt, quand il sera vendu à Nottingham Forest en janvier. Mais sinon, la sélection. Est-ce qu'on l'a snobé volontairement? Je ne sais pas. Moi, j'ai regardé quand même, mais j'ai regardé un peu de loin. De très très loin. Merci messieurs. Merci à tous, merci à tous les auditeurs. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast sur Golasso. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao, ciao.